Madame, Monsieur, bonsoir. Cette semaine est sous le signe du partenariat multidimensionnel entre le Maroc et la France. Et pour cause, cette semaine est marquée par une série de visites de membres du gouvernement français au Maroc, à commencer par le ministre de l'Intérieur. Gérald Darmanin a rencontré aujourd'hui son homologue marocain, Abdouhafil Tit, autour de la coopération en matière de sécurité dans un contexte où Paris s'apprête à accueillir les Jeux Olympiques de 2024. Autre axe de cette visite, les risques sécuritaires actuels liés notamment au terrorisme suite à l'attentat récent près de Moscou. Simultanément, le ministre français de l'Agriculture, Marc Fesneau, a entamé hier une visite de 3 jours au Maroc pour participer à la 16e édition du Salon de l'Agriculture de Meknès, le SIAM, où plus d'une trentaine d'entreprises sont présentes, entreprises françaises naturellement. Un autre membre du gouvernement Attal est attendu à Rabat vendredi. Il s'agit de Bruno Le Maire, ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Il devrait rencontrer son homologue marocaine à la tête des finances, Nadia Ftah Alaoui, et à l'occasion aussi, il devrait prendre part au forum Maroc-France sur le thème « Ensemble vers un élan renouvelé des opportunités économiques et sociales ». Enfin, et pas des moindres, on notera que la ministre française de la Culture, Rachida Dati, est également attendue bientôt pour son premier déplacement au Royaume depuis sa prise de fonction en janvier dernier. Alors ce soir, une analyse approfondie de ces déplacements sur fond d'un réchauffement diplomatique entre Rabat et Paris. Pour le débat, ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir le professeur de Relations internationales à l'Université Mohamed V de Rabat, professeur Zakaria Boudaha. Bonsoir et bienvenue encore une fois. Merci encore une fois, Madame Khadija, et bonsoir et encore une fois, merci de l'invitation. Marhaba. Alors, beaucoup de choses à dire sur ces différentes visites de ministres français au Maroc. Au lendemain, bien sûr, de la visite de notre chef de la diplomatie, Nasser Bourita, à Paris pour y rencontrer son homologue français. J'ai également le plaisir renouvelé de l'accueillir plutôt sur le plateau de Questions d'Actu. Il s'agit de l'analyste en stratégie internationale, le professeur Nizar Derdabi. Bonsoir, professeur Derdabi. Bonsoir, Madame Khadija. Toujours un plaisir de vous accueillir. Et se joint à nous depuis Paris, l'éditorialiste et analyste politique Mustapha Tossa. Bonsoir, Mustapha. Bonsoir, Khadija. Alors, avant de commencer le débat et la discussion, je vous propose d'écouter un extrait de la déclaration du ministre de l'Intérieur français, Gérald Darmanin. C'était aujourd'hui à Rabat. Mon déplacement s'inscrit dans le cadre de la dynamique actuelle que vous observez dans tous les domaines de relance de la relation bilatérale entre le Maroc et la France. Plusieurs de mes collègues du gouvernement se sont rendus au Maroc au cours des 3 derniers mois et d'autres viendront dans les prochaines semaines. Notre ambition dans chacun de nos secteurs est d'écrire une feuille de route bilatérale ambitieuse pour mettre évidemment en relief l'objectif de nos 2 chefs d'État, qui est celui d'un profond renouvellement et d'une modernisation résolue de la relation franco-marocaine. Pour renouer réellement une relation d'intimité stratégique et d'amitié, puisque tel est notre objectif, il n'est pas possible de se contenter des vieilles habitudes et des anciennes méthodes. Le monde a changé, le Maroc a changé, la France a changé. Nous avons donc besoin d'un nouveau logiciel. Le Maroc a changé, la France a changé, Darmanin a changé aussi, parce que depuis ou durant les 2 mandats d'Emmanuel Macron, Zakaria Boudab, Gérald Darmanin était plus habitué au tarmac de l'aéroport d'Alger que celui de Rabat, et on voit qu'effectivement le changement est amorcé. C'est d'ailleurs que, en fait, je le crois fort bien, la France a tiré les leçons du passé. Et que donc, à la lumière du sérieux dont a fait preuve aussi le Maroc et de sa résignation à rester ancré dans ses valeurs et dans sa profondeur civilisationnelle, mais également à honorer ses engagements, non seulement avec la France en tant qu'État, mais également avec les autres pays avec qui il a des relations privilégiées. Et donc, au final, c'est à la suite d'une évaluation très approfondie, lors précisément de ce second mandat de M. Emmanuel Macron, que les officiels français avaient vu au rétroviseur pour regarder vers le futur et engager une démarche proactive à la lumière, encore une fois, des leçons du passé. Hélas, évidemment, du côté de l'Algérie, puisqu'on le voit très bien que les relations n'étaient pas du tout stables, au moment où le Maroc a fait preuve d'une résilience, mais également d'une crédibilité impressionnante et remarquable.
Et je crois, comme vient de le rappeler M. Darmanin, qu'il y a une relance, redynamisation, réchauffement des relations. Il y a aujourd'hui un mode opératoire nouveau, on le voit avec les visites successives, je crois, entamées avec M. Séjourné, le ministre des Affaires étrangères, et que donc, au final, aujourd'hui, comme nous sommes, on va dire, sur des questions extrêmement stratégiques, sensibles, vous l'avez si bien dit, Mme Khadija, les Jeux Olympiques bientôt, à partir du 26 juillet, il me semble, qui s'étendront également en bonne partie en août. Voilà le Maroc qui réapparaît, qui réémerge en tant que pôle de stabilité, mais également en tant qu'interlocuteur sérieux, crédible, qui pourrait, dans ces moments délicats, pour ne pas dire difficiles, se joindre aux efforts français pour définir une feuille de route ambitieuse. Et on aura le temps d'en discuter puisqu'il y a énormément d'aspects qu'on pourrait soulever, bien entendu. Avant de s'attaquer justement à ces aspects-là et aller vraiment dans le détail pour bien analyser les enjeux, vous l'avez dit, c'est des enjeux qui sont stratégiques, notamment pour la France, qui accueille donc les Jeux Olympiques, mais pas que, qui est aussi qui fait face à des risques aussi liés au terrorisme, un peu comme partout en Europe avec cet attentat à Moscou. Mais avant, juste pour continuer cette analyse, Mustapha Tossa, de cette déclaration à l'issue donc de sa rencontre avec son homologue marocain, Gérald Darmanin parle d'intimité stratégique. Et justement, Khadija, c'est sur ce point-là que j'allais insister parce que c'est nouveau de la part de la France de parler d'intimité stratégique. On sait qu'elle a beaucoup insisté sur le partenariat d'exception, sur le partenariat stratégique, mais c'est la première fois que dans la bouche d'un ministre de l'Intérieur, on parle d'intimité stratégique et on parle aussi d'un nouveau logiciel. Pour moi, ce langage n'est pas innocent, ce langage vise à envoyer des messages selon lesquels Paris a complètement changé. À qui les messages, Mustapha Tossa? Est-ce que c'est à l'opinion publique marocaine? Enfin, à qui sont adressés, selon vous, ces messages de Gérald Darmanin? Alors, ces messages sont adressés en priorité aux autorités marocaines pour leur signifier bien comme il faut que Paris a complètement changé, mais aussi ces messages s'adressent aussi à notre environnement régional, au régime algérien, pour dire que que la France est dans une dynamique où il n'y a plus de marche arrière et qu'on est dans une dynamique de recherche d'un nouveau logiciel pour traiter les relations entre la France et le Maroc. Et ce nouveau logiciel, cette intimité stratégique passera fatalement, forcément, par la reconnaissance totale et absolue de la marocanité du Sahara. Donc moi j'ai l'impression que Gérald Darmanin, sur les pas de Stéphane Séjourné, sur les pas aussi de Franck Riester et demain Bruno Le Maire et demain aussi Rachida Dati, ce sont autant de voix importantes qui sont en train de préparer les esprits à ce grand tournant de la France vers la reconnaissance de la marocanité du Sahara. Donc c'est pas un langage innocent, c'est un langage qui veut dire plein de choses, c'est un langage plein de symboles et plein de messages politiques. Et puis venons aussi quand même, Mustapha Tossa, j'aimerais bien que vous me parliez aussi du poids de Gérald Darmanin dans ce gouvernement d'Attal, en rappelant bien sûr qu'il a été reconduit. Il fait partie des rares qui ont été reconduits après avoir fait partie du gouvernement de Mme Borne. Maintenant, il fait aussi partie du gouvernement de Gabriel Attal. Donc, il est important aussi de souligner le poids de ce département et de cette personnalité que Gérald Darmanin dans ce gouvernement français. Oui, c'est vrai que Gérald Darmanin, à côté de Bruno Le Maire, ils sont toujours de véritables prises de guerre que Emmanuel Macron avait pris aux Républicains. Et c'est grâce à eux qu'il s'est construit une majorité présidentielle et c'est grâce à eux qu'il a réussi à affaiblir le Parti des Républicains et à capter un petit peu leurs ressources humaines et leurs programmes politiques. Ça, c'est sur le plan de la politique intérieure. Il ne faut pas oublier, Khadija, et ça, c'est un élément important sur lequel qu'il faut souligner, c'est que pendant les 2 mandats d'Emmanuel Macron, on avait accusé le président de la République, le locataire de l'Élysée, d'avoir une forme de tropisme algérien. Et beaucoup d'analystes politiques, c'est surtout le locataire de Place Beauvau qui l'affichait clairement. Et c'est ce que j'allais dire. Le président de la République aurait subi cette influence extrêmement forte, extrêmement puissante, qu'il faut absolument, dans un balancier maghrébin, il faut privilégier l'Algérie, le régime algérien. Et on sait que ce n'est un secret pour personne. Gérald Darmanin
est un ministre d'origine algérienne qui a de grands-parents algériens. Son prénom arabe, Moussa, qu'il évoque avec une forme de fierté, il ne le cache pas, c'est Moussa qui est algérien. Et d'ailleurs, il a rencontré beaucoup de fois le président Tebboune. Et vous aviez raison d'insister au début de votre introduction en disant qu'il est beaucoup plus familier du tarmac de l'aéroport d'Alger que celui de Rabat. Donc, ce nouveau discours, ce nouveau concept qu'il utilise sont, à mon sens, un véritable changement de la diplomatie et de l'approche française à l'égard du Maroc, et il faut les prendre comme tels. C'est un tournant français qui est à l'œuvre devant nos yeux. Il a aussi tenu à remercier, donc nous avons fait un peu l'analyse de cette intervention que nous venons de suivre. Je le cite, sans nos amis marocains et l'excellence de la police judiciaire marocaine, la France serait plus en danger qu'elle ne l'est. Fin de citation. C'est aussi, encore une fois, une des déclarations de Gérald Darmanin aujourd'hui. Professeur Dardabi, vous êtes expert dans les questions de sécurité. Comment le Maroc aide et pourrait aider aussi la France sur le volet sécuritaire, dans la lutte contre le terrorisme dans un premier temps, mais surtout, et c'est d'actualité, assurer la sécurité et des athlètes, mais aussi de tout le monde qui ira à Paris suivre ces Jeux Olympiques en juillet. Je voudrais d'abord ajouter un petit point, juste pour dire aussi la symbolique de la visite de Darmanin. On se rappelle que Darmanin a été en grande partie à l'origine de la brouille entre le Maroc et la France. Darmanin était aux manettes au ministère de l'Intérieur. On se rappelle que, on va dire, la période de froid a découlé du refus de Maroc de se plier aux injonctions de Paris, de recevoir les jeunes délinquants sans aucune condition, c'est-à-dire sans vérifier leur identité, etc. Et c'est après ce petit couac que la France avait limité ses visas. Donc peut-être pour moi c'est très symbolique parce qu'il y a eu cette dynamique avec la visite, l'échange des deux ministres des Affaires étrangères qui ont fait le déplacement entre Rabat et Paris. Il y a eu le ministre du Commerce extérieur, Franck Riester. Et je pense, comme l'a dit M. Tossa, avec le tropisme algérien de M. Darmanin qu'on comprend naturellement, on pourrait aussi dire la même chose de Rachida Dati, qui a des origines marocaines. Mais on est dans un cadre de politique étrangère et on peut laisser tout ça de côté. Mais je pense que on va dire que ce ballet a été clôturé par la visite de Darmanin. C'est une façon de il n'est pas clôturé, hein, parce qu'il y en a d'autres qui arrivent. Enfin, oui, bien sûr. De ceux qui sont arrivés, parce qu'il y a le ministre de l'Agriculture qui est là. Il y a très important Bruno Le Maire aussi, parce que l'économie, le volet économique est excessivement important, et pour la France et pour le Maroc. Mais sur le volet sécuritaire, comment, d'abord, peut-être l'origine de cette coopération et comment le Maroc, concrètement, peut prêter main forte, et là c'est le cas de le dire, aux autorités françaises pour assurer la sécurité, le bon déroulement de ce grand rendez-vous planétaire des sports. Et ça a été annoncé directement par M. Darmanin. On va dire, la préoccupation majeure actuellement en France, c'est le bon déroulement des Jeux Olympiques, donc dans un contexte géopolitique que l'on connaît, la guerre en Russie, le massacre des populations à Gaza, tout ça a des impacts, a des implications même dans la politique interne, parce qu'on sait que la France regroupe beaucoup de diaspora, donc il y a on va dire cette crainte que ces crises qui sont à l'extérieur de la France rejaillissent à l'intérieur de la France. On a vu hier une manifestation des réfugiés afghans qui a mal tourné. On sait que le climat social en France est très déstabilisé, très perturbé au niveau du point de vue sécuritaire. Et donc tous ces facteurs font qu'on aborde, enfin je parle des autorités françaises, elles abordent les JO avec beaucoup de précautions, beaucoup de craintes. Et d'ailleurs je pense que ça a été très clair, puisque le président Macron, pour la première fois cette semaine, en parlant des JO, a évoqué la possibilité de délocaliser la cérémonie d'ouverture qui est prévue sur les deux quais de la Seine, qui normalement devrait un peu magnifier cette fête sportive internationale, redonner un peu d'éclat, de rayonnement à la ville de Paris. Et donc, il y a vraiment cette crainte qui touche tous les volets, on va dire, sécuritaires. Vous avez parlé du risque terroriste, il est là, il est présent.
vous l'avez très bien expliqué tout à l'heure, il y a on va dire le retour de la menace de l'État islamique. Ils ont été capables de planifier, de commettre un attentat terrible avec un bilan humain très important, sans qu'il soit d'abord arrêté, parce qu'on rappelle les faits. L'attaque terroriste a eu lieu à Moscou, oui. À Moscou. Enfin, près de Moscou, oui. Les assaillants ont eu le temps de commettre leurs méfaits, de mettre le feu au Crocus City Center et de prendre la fuite sans que les services de sécurité puissent intervenir. Donc ça veut dire tout le haut niveau de préparation. On sait que les groupes terroristes, avant d'entamer une attaque, ils font ce qu'on appelle une reconnaissance du terrain. Ça veut dire qu'ils sont installés là, ils savent par où attaquer, quelles sont les failles des services de sécurité. Et dans ce contexte, la France, déjà géographiquement, elle se trouve au centre de l'Europe. On sait la facilité que donne Schengen pour les échanges, mais en même temps, de l'autre côté du niveau sécuritaire, c'est une faille. Enfin, ce n'est pas une faille, c'est on va dire une contrainte de plus, parce que c'est difficile de contrôler les mouvements des personnes, etc. Et donc, avec toute logique, les services français font appel à un acteur régional qui a fait preuve durant les années passées de sa maîtrise et de son expertise dans ce domaine. Donc ce n'est pas la peine de rappeler les attentats de 2015 du Bataclan, la coopération effective des services marocains. On rappelle également que le Qatar a sollicité l'aide et l'expertise des Marocains qui ont envoyé 6 000 agents, et ça n'a pas encore été dit officiellement, mais on va dire... On ne connaît pas vraiment les tout porte à croire que la France, parce qu'ils l'ont dit ouvertement, qu'ils vont demander une aide et une expertise étrangère. C'est ce qui se fait maintenant dans tous les événements internationaux. Et pourquoi le Maroc ? Ça a été évoqué par M. Tossa tout à l'heure, on en parle beaucoup, c'est le cas des binationaux. Alors la France, comme je l'ai dit tout à l'heure, a beaucoup de diaspora étrangère. Le fait de contrôler ces binationaux est très difficile. On a besoin d'un échange d'informations, de renseignements sur le profil des personnes qu'ils ont à l'intérieur du territoire, de leurs antécédents, etc., etc. Le Maroc a déjà fait preuve d'expertise dans ce domaine, et le Maroc est un acteur qui coopère de manière optimale, et je pense que c'est une des raisons qui fait que la France déjà s'appuie sur le Maroc, qui est un partenaire historique sur le plan sécuritaire, et bien sûr, on va dire la proximité de ces JO qui vont abriter énormément de nouveaux visiteurs. On sait par exemple que la France, l'année dernière, en 2023, d'après les chiffres de l'Organisation mondiale du tourisme, a reçu plus de 85 millions de visiteurs. Cette année, il table sur plus de 100 millions avec les JO. Donc on imagine tout l'enjeu sécuritaire derrière cet événement. Alors, il est intéressant de soulever, sur la base de ce qui vient d'être expliqué par le professeur Dardabi, professeur Zakaria Boudahab, cette interopérabilité ou cette capacité d'interopérabilité de l'appareil sécuritaire, j'ai envie de dire, marocain, avec d'autres homologues étrangers, que ce soit des pays du Golfe, notamment le Qatar, mais aussi la France, ainsi que d'autres exemples. Peut-être un focus là-dessus. Qu'est-ce qui fait cette capacité d'interopérabilité des forces de sécurité marocaines ? Il y a d'abord une profondeur en termes de, je dirais, l'administration centrale au Maroc qui ne date pas de 1956. Évidemment, nous sommes le seul pays au monde qui dispose d'institutions ancestrales ancrées sociologiquement jusqu'à aujourd'hui. Et donc la tradition, y compris sur le plan diplomatique, Madame Khadija, y compris sur le plan consulaire, y compris sur le plan du maintien de l'ordre. Par exemple, je cite entre autres que nous avions ce qu'on appelle le grand vizir, Sadr al-Adam, que nous avions Wazir Shu'ul Barrania, ministre des Affaires étrangères. Et là, on parle 18-19e siècle. Hein. Évidemment. Et puis alors, même juste pour préciser, pour ceux qui ne sont pas... Pour préciser, comme vous le dites toujours... qui peuvent oublier l'histoire avec un grand H. Tout à fait. Œuvre de pédagogie, absolument. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est
construit juste après l'indépendance. Ça, d'une part. Un, deux, sur le plan pratique, nous avons certainement fait preuve de beaucoup de résilience et que le Maroc a appris beaucoup. Lui-même ayant été l'objet d'attaques terroristes, entre autres, en mai 2003 et au-delà. Il a développé, je dirais même, un concept que Sa Majesté appelait de ses voeux, c'est la sécurité humaine. Car au final, il s'agit de dépasser une approche de gestion territoriale ou de sécurité territoriale, mais aller vers les terreaux du terrorisme, ou ce qu'on appelle aujourd'hui l'extrémisme violent. Et dans ce sens-là, nous avons par exemple développé, Madame Khadija, un paradigme autour de la sécurité spirituelle des Marocains de façon générale. Par ailleurs, Sid El-Dabi a rappelé quelque chose qui s'est produit en 2015, Bataclan. Il y avait une brouille diplomatique à l'époque, il y avait Selma Rmeid qui était ministre de la Justice, on aurait pu éviter le pire. Juste après le rétablissement de la coopération judiciaire, eh bien, le Maroc a prêté du renseignement et de l'information stratégique pour traquer les auteurs de l'attentat et finalement, ils ont été écroués. La France sait très bien que le Maroc a une profondeur, c'est vrai, les binationaux, etc. Mais cette résilience, on peut citer des événements majeurs que le Maroc a organisés très bien et correctement. Je remonte à 1994 avec la conférence ministérielle du GATT à Marrakech. Récemment, Madame Khadija, sans aller loin, en octobre, avec les assemblées générales du Fonds monétaire et de la Banque mondiale, il y a quelques semaines à Tanger, il y avait ce qu'on appelle le Forum des sûretés nationales des pays arabes. Et aujourd'hui, les responsables des systèmes judiciaires d'une vingtaine de pays de l'Afrique atlantique se réunissent aujourd'hui même à Rabat. Enfin, on ne va pas énumérer tous les événements internationaux accueillis par grand professionnalisme et expertise et en toute sécurité sur cette terre marocaine. Absolument. Donc, c'est ce qui permet aussi cette interopérabilité aussi des services de sécurité. C'est un concept très cher aux experts de l'OTAN, c'est-à-dire la capacité d'intervenir instantanément dans beaucoup de coins ou de régions géographiquement parlant. Aujourd'hui, avec la cybersécurité de façon générale, le cyberespace devenant un quatrième domaine, comme on dit, la terre, la mer et l'espace aérien, voire même, il faut ajouter l'espace extra-atmosphérique. Mais véritablement, je pense que nous avons... Subhanallah al-Adim, c'est intelligent de comprendre rapidement. Nous sommes polyglottes, Madame Khadija, nous sommes très experts en mathématiques et informatique et en sécurité, et en même temps, nous sommes très ouverts sur beaucoup de systèmes. Apparemment, certains experts même parlent de la civilisation du coton, c'est-à-dire elle est capable d'absorber toutes les expériences selon une sorte de benchmarking qui est extrêmement, on va dire, qui traduit la personnalité des Marocains ou le personnalisme marocain, comme disait Al-Hababi, Aziz Al-Hababi, le grand philosophe. Mais au final, notre géographie, notre histoire nous impose à être les meilleurs dans beaucoup de créneaux, y compris la question de la sécurité. C'est factuel et très objectif. Et preuve en est, c'est justement qu'on demande cet échange, on peut l'appeler ainsi, cet échange d'expérience et d'expertise du Maroc. Mustapha Tossa, comment la presse française a-t-elle accueilli cette salve de visites de ministres français au Maroc, parce que là, on a parlé de Gérald Darmanin, il y a le ministre de l'Agriculture aussi présent au Siam, d'ailleurs une délégation, et il est renforcé par une forte délégation d'entreprises françaises qui ont des stands donc, à ce Salon international de l'agriculture, à Meknès. Comment la presse française a interagi avec cela, d'autant plus qu'il y a encore cette crise agricole en France. Oui, mais d'abord, je voudrais rajouter un élément d'analyse à ce que vient d'être dit par le professeur Abou Dahab et le professeur Dardabi, c'est que si la France mise et parie autant sur le Maroc sur le plan de la sécurité, il y a deux éléments importants. C'est l'expérience marocaine, l'expertise marocaine a montré que les services de renseignement marocains sont capables d'accéder dans un délai rapide à une information sécuritaire majeure. Et ils ont montré, par des exemples qu'on ne va pas citer ici, qu'ils ont réussi à faire avorter des attentats terroristes spectaculaires qui visaient des pays européens et américains. Ça c'est l'expertise qui a été démontrée. Mais l'élément important et décisif, c'est la fiabilité du Maroc, c'est la crédibilité du Maroc. Il y a dans notre environnement des services de sécurité qui travaillent sur ces questions de terrorisme, mais ils ne sont pas fiables, ils ne sont pas crédibles et on ne peut pas leur faire confiance parce qu'ils ont une culture de jouer le double jeu
et de conditionner cette coopération à des intentions, à des visées politiciennes. Alors que le Maroc a fait de la lutte contre le terrorisme une doctrine stable, une doctrine décisive et fondamentale. Et c'est pour ça qu'il a réussi à exporter cette idée de sérieux, de crédibilité, de partenaire sécuritaire sur lequel il est facile de compter et auquel on doit accorder sa confiance. Donc quand Gérald Darmanin vient et dit qu'il a besoin du Maroc pour l'aider, des services marocains pour l'aider dans l'organisation gigantesque de ces Jeux olympiques, c'est qu'il mise aussi sur la fiabilité des autorités marocaines. Alors il faut rappeler simplement que ce n'est pas la première fois que Gérald Darmanin demande cette aide. Cette aide a été déjà discutée lors de réunions au sommet entre les différents services de sécurité marocains, avec la participation de la DGSE marocaine, de la DGSI, de la DGSE française, et de la DGSI marocaine. Oui. Donc, la DGSN marocaine. Hein. Voilà, ces questions ont été déjà discutées. L'aide a été demandée, la perception et la collaboration ont été élaborées. Et Gérald Darmanin est là à Rabat uniquement pour finaliser cette entente et cet accord et bien sûr pour le magnifier et lui donner une perspective politique. C'est ça qui est le rôle à quoi sert cette visite de Darmanin aujourd'hui. Alors pour revenir juste à la presse et à l'opinion française, bien sûr l'opinion française dans son ensemble n'a jamais compris pourquoi il y a eu une crise avec le Maroc, alors qu'on présente le Maroc dans les médias, dans les médias mainstream, dans l'opinion française, le Maroc est très très bien vu. Le Maroc a une belle image. Ça dépend de quelle presse, hein. Oui, mais je parle de l'opinion oui, française. De l'opinion publique. Mais pas, après, effectivement, pour la presse, ça reste assez divisé. Alors, et le séisme, je pense que ça a été très révélateur, hein, quand même. La presse est divisée parce que la presse est travaillée aussi par des milieux hostiles au Maroc, des milieux qu'on sollicite pour justement les charger, les missionner, les charger d'une mission pour attaquer, pour polluer l'image du Maroc. Mais cette dynamique-là est en train de reculer parce que, comme l'a dit Gérald Darmanin, il y a beaucoup de visites et il y a surtout une volonté politique affichée depuis le président de la République, depuis l'Élysée, qu'il faut mettre point à cette séquence de rupture et de divergence politique pour justement entamer une nouvelle séquence. Darmanin l'a appelé avec ce nouveau concept d'intimité stratégique qui fera appel forcément à un nouveau logiciel. Donc oui, l'opinion française, les opinions françaises trouvent tout à fait normal qu'il y ait ce rapprochement. Ce qui était anormal, c'était la rupture et c'était les divergences. Aujourd'hui, il y a personne ne sortira dans la rue pour manifester contre ce rapprochement, à part quelques plumes aigries, à part quelques presses qui ont une forme de nostalgie dans leur rapport avec le régime algérien. L'ensemble des médias, que ce soit télévisés aux presses, aux sites d'information, ils trouvent tout à fait normal ce retour de la chaleur à l'axe Paris-Rabat. Alors, l'axe Paris-Rabat passe aussi par l'agriculture et je reviens à ma question aussi que je vous ai adressée un peu plus tôt, Mustapha Tossa, sur l'importance aussi de la visite du ministre français de l'Agriculture au SIAM, la présence des entreprises françaises à cette grand-messe de l'agriculture et de l'agroalimentaire, de la présence des entreprises françaises ici au Maroc, ce qui va nous permettre aussi de parler sur le volet économique, mais aussi cette visite qui intervient en pleine crise agricole, sur fond justement de grogne des agriculteurs français quant à l'importation ou quant aux produits importés d'autres pays, de l'UE d'ailleurs, que ce soit l'Espagne ou autres pays, qui viennent concurrencer les produits français. Et les produits marocains ne sont pas épargnés par cette grogne des agriculteurs français. Oui, c'est vrai que la participation du ministre français de l'Agriculture au salon de l'agriculture de Siam 2024, il est une réponse aussi à la participation marocaine régulière des entrepreneurs ou des agriculteurs marocains ou des sociétés de production agricole au salon de l'agriculture de Paris qui vient de passer il y a quelque temps. Et d'ailleurs, c'est une participation généralement
très appréciée par la qualité de l'offre qu'elle expose dans ce salon. Donc généralement, le pavillon marocain est un pavillon qui reçoit beaucoup de compliments et beaucoup d'admiration de la part des visiteurs, tellement il est bien fait et tellement il expose de belles choses aux Français. Alors bien sûr, cette visite intervient dans un contexte économique difficile. Et ce n'est pas un contexte français, c'est un contexte européen. Oui. L'Europe est en train de s'interroger comment protéger son agriculture, comment favoriser ses agriculteurs et ne pas pénaliser des partenariats commerciaux avec d'autres partenaires. Donc il y a là des grincements de dents, si je peux me permettre cette expression, qui touchent aussi bien les productions marocaines que même les productions espagnoles. Par exemple, il y a eu un problème sur les fraises. Les fraises espagnoles, je ne vais pas faire de la publicité, mais dans les supermarchés actuellement au Maroc, les fraises espagnoles sont 3 à 4 fois moins chères que les fraises françaises. Et donc ça provoque des grincements de dents, ça provoque des problèmes, parce que comment encourager la production française si on ouvre le marché à toutes ces productions qui sont moins chères et qui sont très compétitifs et très concurrentiels au niveau de la qualité et des prix. Donc ça, c'est un problème qui touche l'ensemble de l'architecture européenne. Et il y a toute une réflexion sur ces questions-là pour savoir comment continuer à être ouvert au commerce international tout en protégeant sa propre agriculture et sa propre production. Et s'il y a 37 entreprises françaises représentées officiellement au SIAM, puisqu'il y a d'autres qui viennent faire des prospections, bien naturellement, mais officiellement, elles sont présentes avec des stands, etc. Il y a 10 fois ce chiffre qui seront réunis à Rabat vendredi à l'occasion de ce forum Maroc-France, forum économique. 300 chefs d'entreprise donc attendus à Rabat. À la tête de cette délégation, le ministre français de l'économie, Bruno Le Maire. Alors, il faut rappeler quand même que la dernière réunion de haut niveau entre le Maroc et la France, et donc où il y a eu ce forum Maroc-France, remonte au 19 décembre 2019. C'est-à-dire là, on parle avant le Covid. Donc là, effectivement, si on parle de réchauffement économique, d'autant plus que, professeur Dardabi, on peut le dire, la France s'est fait damer le pion par les États-Unis d'Amérique en termes d'investissement en flux au Maroc, alors que ça a été historiquement le premier investisseur au Maroc depuis des décennies. Et là, on voit que du retard a été enregistré. Comment un tel forum peut relancer l'investissement français au Maroc, d'autant plus qu'il y a cette visite du ministre du Commerce extérieur qui vient consolider cela. Est-ce que vous pensez qu'en investissant davantage dans les provinces du Sud, la France va gagner les points qu'elle a perdus en termes d'investissement direct étranger au Maroc ? Si vous permettez, Khadija, je vais revenir rapidement sur cette question d'interopérabilité. Je vais rajouter un petit point dessus pour dire uniquement que... on va revenir sur le volet sécuritaire. Oui, je vous en prie, bien sûr. Toute information est la bienvenue. Si tous les partenaires du Maroc et la France, bien sûr, on en parle maintenant, vont tous vers le Maroc, c'est parce que le Maroc a d'abord une emprise au niveau de son territoire et de toute la région, et qu'à l'inverse, d'autres partenaires dans la région, ils n'utilisent pas ce renseignement pour de l'ingérence. Donc je parle bien sûr de l'Algérie. L'Algérie a aussi une maîtrise excellente en termes de renseignements humains, etc., en Afrique. Mais on l'a vu avec le problème avec le Mali et le Niger, c'est que le renseignement algérien est d'abord utilisé à des fins proprement internes et souveraines. Alors que le Maroc partage le renseignement avec tous ses partenaires. C'est ce qui fait d'ailleurs peut-être que la France, en pensant que le Maroc c'est un partenaire historique, mais en voyant que les États-Unis, que beaucoup d'autres partenaires, l'Allemagne, etc. Je rappelle aussi que le ministre belge qui est venu, ça fait une semaine, le Premier ministre a aussi sollicité la coopération sécuritaire. Tout ça pour vous dire combien la coopération sécuritaire du Maroc est précieuse. Le dernier pays qui a, on va dire entre guillemets, ignoré un peu cette force des services de sécurité marocains, c'était l'Allemagne. En 2016, les services marocains, la DGST, avaient partagé du renseignement avec les services allemands sur un Tunisien qu'il fallait surveiller. Ce renseignement a été peut-être ignoré par peut-être
On n'a pas considéré que les services marocains étaient assez bons et ce Tunisien a passé à l'acte et depuis, je peux vous dire que tous les acteurs occidentaux savent qu'un renseignement donné par les services marocains est un renseignement fiable qu'il faut prendre en considération. Très bien. Forum économique. On passe à notre volet, le volet économique. Donc, comme vous l'avez très bien dit, il y a un intérêt qui n'est pas nouveau de la France. On sait que, comme vous l'avez très bien dit, la France a été le premier partenaire économique en matière d'échanges commerciaux en volume depuis l'indépendance jusqu'à 2013. Depuis 2013, cette place a été prise par l'Espagne. Et donc, pour la France, il y a réellement un intérêt, pas de s'implanter au Maroc, parce qu'on sait qu'il y a énormément de PME, de TPE françaises qui sont installées au Maroc, à Casablanca comme à Tanger, mais il y a beaucoup de nouvelles opportunités qui s'ouvrent au Maroc. Donc, traditionnellement, ce sont les grosses entreprises françaises dans l'automobile. Je pense que ce n'est pas la peine d'en revenir. On connaît tous le succès de Stellantis, de Renault. D'un autre secteur qui est beaucoup plus important, l'aéronautique, qui se développe autour de la ville de Noassar. On a déjà des opérateurs français, Safran et Thales. Alors, il y a un intérêt actuellement pour tout ce qui est, on va dire, start-up et petites PME du monde de la tech qui viennent en sous-traitance au domaine aéronautique. Je parle par exemple dans le domaine de la cybersécurité. Oui. Il y a énormément d'opportunités au Maroc. Et on va dire que le marché marocain, ces dernières années, et même ces derniers mois, a été ardemment convoité par les Américains et les Anglo-Saxons. La boîte Deloitte, qui est mondialement connue. Un autre opérateur, Nauris, qui vient de s'installer cette semaine. Les Français ont beaucoup de solutions très développées sur le plan technologique en matière de cybersécurité, en matière de data center. On a déjà l'opérateur Orange qui est installé au Maroc. Et je veux dire que la France ne veut pas rater ce virage stratégique et économique. Et tant qu'il y a cette opportunité politique qui se présente, l'intérêt pour eux est de préparer le terrain pour leurs opérateurs, qu'ils soient privés ou bien publics. Et que ce soit pour le marché marocain ou pour le reste du marché africain, professeur Aboudahab, parce que s'il y a autant d'engouement, c'est que, et d'autant plus que, là c'était la deuxième partie de ma question tout à l'heure, c'était le fait qu'on émette l'intention d'investir de l'argent public français dans les provinces du Sud. C'est un exemple aussi de cette ambition d'aller ensemble, j'ai envie de dire, et puis vous me corrigez si je me trompe, ensemble vers le Sud, vers les pays de l'Afrique subsaharienne, et donc aller vers le Sud du Sahara pour investir et co-investir ensemble. Et pour cause, comme on dit. Puisque le contexte s'y prête. On peut par exemple citer un certain nombre de dynamiques globales, continentales en particulier, dans lesquelles la France voudrait aussi trouver une place. Et c'est très bien, surtout depuis le retour du Maroc à l'Union africaine, qu'il a joué un rôle majeur en termes de catalyseur. Il a impété, comme on dit, impétueux, il a été derrière le lancement de plusieurs initiatives. Je cite entre autres, par exemple, la question des 3 A, puisqu'on parle de l'agriculture, vous savez combien Meknès est cher pour moi. Oui. Adaptation de l'agriculture africaine. Il y a des terres fertiles partout. Aujourd'hui, il y a des nouveaux procédés, par exemple d'irrigation pour des pays sahéliens. Imaginez si, en langage diplomatique, on va parler du co-développement, du co-investissement, relocalisation, délocalisation. Et on sait que la France, hélas, ces derniers temps, n'a pas été très bien acceptée à la suite de clashs avec un certain nombre de pays comme le Mali, le Niger et j'en passe. Et donc là, le Maroc s'érige aussi comme étant un négociateur fiable qui pourrait, d'une manière ou d'une autre, à travers des formats intelligents, redonner à la France, non pas, je dirais, sa place, puisque le déclassement français, aujourd'hui, est connu des experts de la guerre économique. Et je sais très bien qu'il y a eu des études de think tank. Etc. Comment recentrer la France au cœur de l'Afrique subsaharienne, stratégiquement parlant? Là, je crois qu'il y a des niches à explorer ensemble. Et il est clair que, par exemple, des initiatives comme le processus des États atlantiques africains, c'est important. Des enclavements également des États sahéliens, c'est extrêmement important, puisqu'il y a l'économie bleue
il y a la question de la dépollution, l'interconnectivité, la logistique et j'en passe. Moi, je crois que la France l'a fait non pas seulement parce qu'à un moment donné, elle s'est dit, voilà, le Maroc va m'aider pour gérer les JO. C'est au-delà de ça. Il y a eu une lecture approfondie. N'oublions pas ce qu'avait dit récemment Séjourné, que nous allons concevoir un partenariat au-delà de 30 ans. C'est le long terme. Au regard non seulement de ils sont jeunes, hein, ils peuvent se projeter dans 30 ans, hein, les membres de ce gouvernement. Mais Madame Khadija, en prospective, 30 ans, c'est rien. Comme le dit Gabor, si on ne peut prédire l'avenir, au moins il faut le construire. Et on doit se définir par rapport à des concurrents majeurs comme la Chine, les États-Unis, comme l'Inde, comme la Russie. Bientôt, la Corée du Sud aura son forum continental avec l'Union africaine, vous pouvez imaginer, avec les États africains, chefs d'État et de gouvernement. Il faut le souligner. Donc on voit très bien que le Maroc, de ce point de vue, c'est un pivot majeur qui pourrait permettre à la France peut-être de regagner certains points d'un marché diplomatique extrêmement concurrentiel et compétitif. Alors, en parlant justement de marché concurrentiel et compétitif, bien sûr, on le sait, Bruno Le Maire est le ministre de l'économie et des finances et de la souveraineté industrielle. Staffat Tossa, je vous fais réagir là-dessus, et notamment sur cet exemple, par exemple, de délocalisation d'industries françaises, ou en tout cas maintenant de cette nouvelle forme de co-industrialisation avec un partenaire tel que le Maroc. Et là, on passe d'un modèle de compétition à un modèle de complémentarité. Mais oui, c'est vrai que, d'ailleurs, en parlant de Bruno Le Maire, il faut rappeler une information très politique française, c'est que Bruno Le Maire est en train de développer actuellement de mauvaises relations avec le président Macron parce qu'ils ne sont pas d'accord sur la maîtrise des dépenses publiques, le budget public. Et donc, il y a beaucoup d'informations qui circulent sur la dégradation de leur information et que certains prévoient un divorce pour bientôt, sinon un divorce probable entre les deux hommes. Mais en tout cas... Bon, j'espère quand même avant vendredi. Hein. Oui. Parce que je sais que les chefs d'entreprise, que ce soit de la CGEM ou de leurs confrères du côté du MEDEF, attendent avec impatience, j'ai eu plusieurs retours, ce forum Maroc-France quand même. C'est pas tenu depuis 5 ans. C'est vrai, mais de toute façon, ce forum Maroc-France se tiendra avec Bruno Le Maire ou sans Bruno Le Maire. La dynamique économique est lancée et d'ailleurs, il a été, le message principal a été dit et formulé par Stéphane Séjourné, qui a reconnu que le Maroc est devenu une puissance régionale au sens propre du terme, avec laquelle il faut compter aussi bien sur le plan sécuritaire, comme on vient de le développer, mais aussi sur le plan de l'influence économique, de la pénétration des entreprises économiques dans la région de l'Afrique de l'Ouest, de l'excellente qualité des relations que le Maroc est en train de développer avec la région du Sahel. Donc tout ça, c'est extrêmement attractif pour des opérateurs économiques français qui veulent non seulement investir au Maroc pour gagner de l'argent, mais aussi se projeter dans des projets économiques extrêmement gagnants et bénéfiques avec le Maroc dans ces régions où la France, d'ailleurs on a eu souvent l'occasion de le dire ici, est critiquée, refusée, détestée, refoulée entre guillemets par un certain nombre de pays de la région du Sahel. Donc ce compagnonnage, ce nouveau compagnonnage franco-marocain est tout à fait bénéfique aussi bien pour les entreprises françaises que pour les entreprises marocaines. Et ça, c'est le grand signal que les choses sont en train de reprendre leur place de manière tout à fait naturelle et normale. Un partenariat stratégique gagnant-gagnant entre la France et le Maroc, aussi bien au Maroc que dans les territoires africains. Enfin, et pas des moindres, donc il y a cette ministre de la Culture française, Rachida Dati, qui est également attendue. Peut-être un mot sur le partenariat culturel. On en parle peu. Bon, il y a beaucoup de Marocains qui sont installés en France, il y a beaucoup de Français qui sont installés au Maroc, mais sur le point important de ce maillon culturel dans les relations globales entre deux pays. Peut-être que je vais commencer le tour de table avec le professeur Dardani sur cette importance du culturel et du cultuel aussi d'ailleurs dans le renforcement des partenariats bilatéraux. Alors d'abord culturel, puisque c'est le département de Rachida Dati. Oui. Rachida Dati, on ne va rien apprendre aux téléspectateurs.
d'origine marocaine, mais plus que ça, qui porte de façon courageuse une position qu'elle a exprimée avec M. Éric Ciotti, qui est le secrétaire général du Parti Les Républicains, ancien UMP, lors de leur déplacement au Maroc, au moment où les choses n'allaient pas très bien avec l'Élysée et où ils ont annoncé directement qu'en cas où les Républicains passeraient à la présidence, que ce soit Ciotti ou une autre personne, la reconnaissance entière du Maroc sur le Sahara serait une des premières décisions qu'il prendrait. Donc pour tout cela, pour montrer tout le poids qu'Rachida Dati a dans le paysage politique en France. Elle ne fait plus partie des LR depuis que... Bien sûr. Depuis qu'elle est ministre de la Culture dans le gouvernement comme ça a été le cas pour voilà. Bruno Le Maire, pour Darmanin. Mais comme ça a été dit tout à l'heure, Emmanuel Macron ne renie pas son attachement avec la droite. Il a une position qui est centriste, qui est électoraliste. Bon, on ne va pas rentrer dans le sujet, mais toujours est-il que Rachida Dati reste une personnalité influente, que ce soit au niveau national, mais aussi au niveau local. À Paris, on sait que c'est la première opposante de la maire socialiste. Donc, sans rentrer dans tous ces débats, je pense que le poste qui a été donné à Rachida Dati est un poste, on va dire, symbolique. Le président Macron avait besoin du soutien d'une personne forte. Et qui mieux que Rachida Dati, qui vient au Maroc, qui a, je vais dire, le terrain qui est tout à fait préparé pour les échanges culturels. Les échanges culturels ne datent pas d'aujourd'hui, avec tous les échanges dans tous les domaines, avec l'importance de l'Institut du monde arabe, qui concerne tout le monde arabe, mais on connaît les liens privilégiés qu'a l'Institut du monde arabe, particulièrement avec le Maroc. Et son directeur surtout, son directeur général, Jack Lang, et ses liens vraiment très, très forts avec le Maroc. Et du culturel, on va passer au cultuel. Oui. Et le cultuel, la France, on le sait, connaît une montée des extrêmes des deux côtés, mais qui connaît aussi une montée de l'islamophobie. Et c'est vraiment un problème de fond qui est posé au gouvernement actuel, qui essaie aussi... Qui dit montée des extrêmes, il y a aussi, il faut le dire, une montée de l'islam radical en France, c'est un fait. Et le gouvernement français voit vers l'Afrique, vers le Maghreb, les partenaires qui sont traditionnels et stratégiques, quel est le modèle idéal, quel est le modèle sur lequel ils peuvent s'appuyer. Et on sait que le Maroc, depuis les attentats de Casa de 2003, avec sa nouvelle stratégie multidimensionnelle pour combattre le terrorisme, mais aussi la radicalisation qui est à l'origine du passage à l'acte. Et un des axes, des piliers importants, ça a été la réforme du champ religieux au Maroc. Et un des, je vais dire, des domaines qui a été important, c'est la formation des imams, qui, on le sait, était une formation autodidacte dans beaucoup de cas, qui étaient influencés par des courants qui ne sont pas les courants de notre islam, qui est l'islam malikite, qui est la branche la plus tolérante de l'islam au monde. Et je pense que la France a tout intérêt à profiter de l'expérience du Maroc. D'ailleurs, l'Institut Mohamed VI de formation des imams, qui est un modèle du genre, a formé durant ces premières années des imams français. Il y a eu une petite rupture ces dernières années, peut-être pour des raisons politiques, mais je pense que cette coopération dans le domaine de la formation, dans le domaine du culte, va être reconduite. Tout à fait. Va être reconduite et tout cela mène vers, justement, Zakaria Boudahab, indéniablement un réchauffement des relations diplomatiques. Parce qu'on a parlé économique, n'est-ce pas, culturel, agricole, sécuritaire. Donc on va vraiment vers un réchauffement des relations. Ou en tout cas, c'est en cours. Tout à fait. Stratégiquement, le Maroc, il a compris il y a longtemps que la profondeur stratégique de l'Union européenne est constituée par deux pays. Économiquement, je pourrais dire que c'est l'Allemagne qui est le premier pays à avoir un PIB plus élevé. Diplomatiquement, politiquement, je crois que c'est la France qui garde encore ce privilège. Il y a d'autres partenaires importants pour le Maroc, comme l'Espagne, l'Italie, la Belgique récemment, ainsi que d'autres comme les Pays-Bas. Deux, que véritablement aujourd'hui, après dissipation d'un certain nombre de malentendus, visa, Erquisen, les questions de rapatriement des mineurs qui, en 2013 jusqu'à aujourd'hui, peut-être bloqués, que le Maroc
à un moment donné, à poser des conditions. Il faut d'abord qu'il y ait assainissement de la situation pour pouvoir les rapatrier, et ainsi de suite. Le refus constant du Maroc de conclure un accord sur la réadmission. Il ne voudrait pas faire de la sous-traitance par rapport à des questions migratoires, mais plutôt, il voudrait s'inscrire de façon proactive. Nous étions derrière, entre autres, l'adoption du pacte de Marrakech sur l'immigration dite ordonnée, etc. Et puis nous avons ce qu'on appelle l'observatoire, il ne faut pas l'oublier, de la migration à Rabat, plus des questions de lutte contre le terrorisme, mais dans une optique onusienne, etc., etc. Réchauffement diplomatique, en même temps, tout en se mettant d'accord sur des principes majeurs qui doivent agir comme des poteaux indicateurs, transparence, réciprocité, respect, oui. Dignité, etc. Nous revenons à ce que disait feu le roi Hassan II, indépendance dans l'interdépendance. Mais je crois que la France a des leviers majeurs de développement. Le Maroc également, vice-versa. La culture, je la vois comme étant un cordon ombilical extrêmement important. Nous avons le privilège de comprendre le français, la culture française, etc. Et je crois que la culture doit être ici entendue dans un sens anthropologique du terme. Ce n'est pas seulement les livres ou les tableaux, mais également tout ce qui est tradition, tout ce qui est réflexion sociologique, les think tanks. Imaginons si demain, par exemple, je suis peut-être un rêveur, la France et le Maroc créeraient une sorte de RTE maroco-française pour dissiper les malentendus, parce qu'au final, il faut lutter contre les stéréotypes et également marketer sur un islam modérant malikite du Maroc auprès d'une opinion publique qui n'est pas toujours au fait. Comme le couple franco-allemand pour l'Union européenne, le couple franco-marocain pour les relations entre les deux continents, à savoir entre le continent européen et l'Afrique. Voilà, exactement. Pour résumer un peu ce que vous avez dit. Tout à fait. Et puis, je n'oublierai pas les échanges éducatifs, universitaires, la mobilité. Nous recevons, Madame Rez, chaque année des étudiants. Quand ils sont heureux, immersion culturelle, ils comprennent vite, ils comprennent maintenant. Ça va du tagine, du couscous, l'art culinaire, vestimentaire. Et j'en passe. C'est cela la diplomatie que je cherche. Et du slam. Et du slam. Merci Zakaria Aboudab. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Merci professeur. Merci à vous. Derdabib, Stafa Toussa. Merci à vous aussi. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Merci. Merci de nous avoir suivis et pour votre fidélité à cette émission. Très bonne soirée.